la Bibliothèque nationale de France. Après 18 ans de lecture à la BNF, l'équipe de l'Oulipo part voguer vers de nouveaux horizons. Eh bien, en attendant que Marcel s'abreuve, merci à vous d'être si nombreux, si fidèles. Thème de la lecture à suivre. Et pour honorer cette suite, voici Jacques Jouet, Daniel Levin-Baker, Clémentine Mélois, Marcel Benabou, Étienne Lécroard et Olivier Salon. Merci. Mesdames et messieurs, à mon humble avis, au train où vont les choses, n'ayons pas peur des mots. Admettons, à plus d'un titre, tout simplement, tant que faire se peut, avant toute chose, en fin de compte, de proche ou de loin, croyez-moi, en toute connaissance de cause, n'oublions pas que, comme on dit, pour cela que ça vaut, à l'heure actuelle, à dire vrai, parole contre parole, tant bien que mal, comme qui dirait, soyons réalistes, malgré tout, il me semble, en creusant un peu, sans aucun doute, par le temps qui court, avec tout le respect que je vous dois, ne vous méprenez pas, a priori, globalement, dans la plupart des cas, aussi clair qu'il fait jour, en rigueur de termes, entre guillemets, et là je suis catégorique, sauf erreur, soyons clairs, toute proportion gardée, pour ainsi dire, une bonne fois pour toutes, en un mot, si ça se trouve, à ne point mentir, tout compte fait, et c'est le moins qu'on puisse dire, au fond, en y réfléchissant, par acquis de conscience, pour le coup, à ma connaissance, en effet, a fortiori, au sens étroit, c'est-à-dire, faute de mieux, sachez que, quoi qu'il en soit, dans une certaine mesure, je me crois autorisé à pouvoir avancer concrètement, sous réserve de vérification, soit dit en passant, à coup sûr, en plus, sans demander mon reste, soyons pratiques, jusqu'à plus ample informé, disons, par ailleurs, effectivement, qui plus est, au premier abord, si j'ose dire, même si, de temps à autre, mine de rien, en l'occurrence, je tiens à préciser, sans plus tarder, toutefois, au départ, à la base, enfin, paraît-il, on va dire intrinsèquement, quand même, après tout, bref, mettons, à vrai dire, entre nous, si vous voulez, messieurs, dames, à bien des égards, à la fin, tout d'abord, à suivre. À suivre, c'est, comme chacun sait, la formule rituelle qui, dans un feuilleton, apparaît à la fin de chaque épisode pour indiquer qu'un nouvel épisode est prévu. Une façon de rassurer le lecteur, de l'inciter à la patience. Ne vous inquiétez pas, les héros dont vous suivez fébrilement les palpitantes aventures vont bientôt revenir, lui susurre-t-on. J'ai pensé que je pouvais prendre prétexte de cette formule pour vous présenter un texte qui a précisément quelques rapports avec le feuilleton. Du moins un feuilleton qui eut jadis son heure de gloire, les aventures de Harry Dickson. Le texte que je vais vous lire est donc un commentaire, le commentaire d'un poème appartenant à la série de ceux que François Le Lyonnais avait appelés ses poèmes de peu de mots. Je me permets de vous remettre en mémoire cette série qui est à mes yeux une véritable et précieuse anthologie miniature. Excalibur, Fatalitas, Prince, Vierge, Barricade mystérieuse, Calme bloc,
damoiselle élue, la tour abolie, polichinelle d'acier, belle dame sans merci, une mouche dans l'ombre, millions d'oiseaux d'or. Le poème que je vais commenter est le 9e de la série. Il n'est composé que de 3 mots, polichinelle d'acier. Ces 3 mots viennent du titre « Le polichinelle d'acier » d'un récit policier de l'écrivain belge Jean Ray, dont le héros est Harry Dixon, appelé aussi le Sherlock Holmes américain. Ce poème est situé dans la liste, comme vous avez pu le remarquer, juste après un autre poème de 3 mots, « La tour abolie », où se reconnaît aisément la patte de Nerval. On pourrait être choqué de voir ainsi Jean Ray succéder comme source d'inspiration poétique à Gérard de Nerval et le roman populaire du XXe siècle voisiner de si près avec la poésie la plus raffinée du XIXe. En fait, il n'y a rien là de surprenant. Le Lyonnais, notre poète, n'ayant jamais caché son intérêt actif et son goût plutôt vif pour la littérature populaire en général et le roman policier en particulier, qu'il appelait aussi d'ailleurs le roman criminel. C'est que, à l'instar d'un certain nombre de ses contemporains, il ne considérait nullement ce genre comme mineur ou marginal, bien au contraire. Les témoignages à ce sujet abondent, comme la présence, par exemple, dans sa très riche bibliothèque, de toute une section consacrée au genre policier. Dans cette section figuraient précisément, en très bonne place, 2 séries auxquelles il était particulièrement attaché. À côté des habits noirs, il y avait Les aventures de Harry Dixon, la série qui nous intéresse ce soir. Les aventures de Harry Dixon forment donc un ensemble auquel le Lyonnais a voué tout au long de sa vie un véritable culte. Notons qu'il n'était pas le seul. Alain Resnais aussi en avait été fasciné, au point qu'il avait travaillé plusieurs années pour en faire un film qui finalement ne se fit pas. Et je n'y étais pour rien. De la part de Le Lyonnais, les raisons de cette fascination sont multiples. Elles tiennent d'abord au contenu policier et souvent fantastique de ses fascicules. Mais elles tiennent aussi, pour le savant qu'il était, au fait que des disciplines scientifiques diverses sont souvent convoquées pour contribuer au développement de l'intrigue ou à la résolution de l'énigme. Elles tiennent aussi au remarquable... Mais il est probable que le Lyonnais avait dû être sensible à l'histoire assez peu banale de Jean Ray. Celui-ci, en effet, est un personnage assez marginal dans le monde littéraire de son temps, les années 30 du siècle dernier. Il avait commencé par être le discret et anonyme traducteur et à l'occasion correcteur ou adaptateur des aventures de Harry Dixon. Ce n'est pas lui qui avait inventé le personnage, avant d'en devenir, à partir de 1932, le très prolifique auteur, livrant chaque quinzaine sa dose de copie. Il révélera plus tard d'ailleurs sa façon de procéder qui a dû beaucoup laisser rêveur François Le Lyonnais. Citation de Jean Ray. « Je me mettais à ma machine à écrire qui pratiquement faisait cela toute seule. Et moi, je n'y étais pour rien. Je pratiquais l'écriture automatique. Cela se déclenchait brusquement à 11h du soir et à 3h du matin, mon Harry Dixon était terminé. » Fin de citation. Mais pourquoi, parmi les plus de 80 titres de récits écrits par Jean Ray, Le Lyonnais a-t-il retenu précisément le polichinelle d'acier, en le privant, remarquons-le au passage, de son article défini initial, pour en faire le 9e poème de son anthologie, Polichinelle d'acier. Notons d'abord les résonances autobiographiques que pouvaient avoir pour lui les sonorités du mot acier. Elles devaient ramener à sa mémoire le souvenir de l'époque où il dirigeait, d'une main de fer, si j'ose dire, les forges d'Acquigny, une entreprise en difficulté qu'il avait reprise dans les années 28-29. Mais sans doute aussi a-t-il été frappé en même temps que séduit par la configuration originale que ce titre propose. En effet, Polichinelle, ce n'est un secret pour personne, est le nom de ce personnage bossu et ventru de la commedia dell'arte, devenu universellement synonyme de bouffon. Or, ce nom de bouffon se trouve associé à l'acier,
un métal qui doit à sa dureté, à sa solidité et à sa capacité de résistance d'être devenu le symbole même du courage et du caractère. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on le trouve dans un autre titre, mais pas de la même série, de l'autre série à laquelle le Lyonnais était très attaché, Les Habits Noirs. Il y a un des titres qui est Cœur d'acier. Alors, en quoi l'association de ces deux mots pouvait-elle toucher le Lyonnais? Nous savons qu'il était amateur de rapprochements inattendus. N'est-ce pas lui qui avait eu l'idée des poèmes d'écartelés, formés de la juxtaposition de mots qui sont pris dans des champs sémantiques disjoints? Mais en l'occurrence, cette alliance de mots pourrait bien avoir, comme souvent chez le Lyonnais, des connotations autobiographiques précises en liaison étroite avec l'évolution de ses engagements politiques. On sait en effet qu'il entre au PC, Parti communiste, dans les années 30. Il devient même secrétaire de section dans son quartier, le 7e arrondissement. Tous ces détails sont puisés, je vous le dis, chez notre ami Olivier dans son merveilleux livre sur François le Lyonnais. Donc, c'est à la page 109. On sait aussi qu'il en fut exclu en 1945, après son retour du camp de Dora, pour des raisons qui sont d'ailleurs demeurées obscures. Olivier fait une hypothèse, mais je ne crois pas que... Voilà. Cette expérience a dû lui laisser, comme à quantité d'autres exclus, car il y a toute une littérature qui a été faite par les exclus du Parti communiste, un vif ressentiment contre le parti et contre ses dirigeants. Or, et c'est là qu'intervient Jean Rey, en bon pataphysicien qui maîtrise à merveille les œuvres d'Alfred Jarry, le Lyonnais ne pouvait ignorer cette réplique qu'Alfred Jarry a mise dans la bouche de la mère Ubu, acte 5, scène 1. « Mais je voudrais bien savoir ce qu'est devenu mon gros Polichinelle, je veux dire mon très respectable époux », où Ubu, devenu roi, se trouve très clairement assimilé à Polichinelle. Mais en même temps, le Lyonnais ne pouvait pas non plus ignorer que l'autocrate soviétique qui régnait alors sur le monde communiste, un Géorgien dénommé Yossif Vissarionovitch Djougashvili, portait le surnom de Staline, formé par le mot russe « stal », qui signifie précisément « acier ». Polichinelle d'acier lui fournissait donc à bon compte une formule forte et originale pour désigner la dimension proprement ubuesque du règne de Staline et exprimer ainsi son ressentiment à l'égard du PC. Nous aurions donc affaire ici à un exemple rare chez le Lyonnais, mais particulièrement subtil, de poésie engagée. Mais ce n'est peut-être pas tout. Un autre point, me semble-t-il, doit être pris en considération. Notre poète a pu être aussi frappé par le destin singulier de l'épisode romanesque qui porte ce titre. En effet, Polichinelle d'acier est annoncé dans le fascicule des aventures de Harry Dixon, qui porte le numéro 178, mais il apparaît que seul le premier chapitre de ce récit a été écrit, la suite étant restée dans les limbes. Or, on sait depuis longtemps la séduction, voire la fascination qu'exercent d'ordinaire sur les poètes les œuvres inachevées. Difficile de ne pas penser ici à Virgile et à son fameux Pendent opera interrupta. Mais le fait qu'il s'agisse ici d'une œuvre littéraire rend le cas plus intéressant encore. D'avoir été privé de suite, laissant ainsi au lecteur le soin de la construire lui-même, ne pouvait aux yeux de le Lyonnais qu'ajouter au charme et à la séduction de l'œuvre portant ce titre. Conclusion. Nous voyons donc dans quel complexe terrain ce Polichinelle d'acier plonge ses racines. Et encore, cette conclusion ne peut-elle être que provisoire, car nul ne peut empêcher des chercheurs moins informés que moi de trouver de nouvelles pistes. Affaire à suivre, donc. Le 11 janvier 2001 fut le premier jeudi de l'Oulipo de ma vie d'Oulipien. Il y avait lecture publique sur le thème de Victor Hugo. C'était à Jussieu, dans l'amphi 45.
Les lectures publiques de l'Oulipo avaient commencé en 1996 à la Halle Saint-Pierre qui comportait 80 places. Mais comme la halle était rapidement devenue trop petite pour accueillir le public, Marcel Benabou, en tant qu'universitaire, avait trouvé cet amphi 220 places à Jussieu pour accueillir nos lectures. J'avais été coopté à l'Oulipo au début de l'an 2000. Il était temps que j'écrivisse un texte. Or, j'étais pétrifié de terreur à l'idée de me présenter au public oulipophile pour la toute première fois, mais bien décidé à honorer Victor Hugo, thématique de ce jeudi. J'ai décidé de calquer le poème « Les djinns » de Victor Hugo, poème de 15 strophes de 8 vers chacune, qui évoque l'arrivée de ces elfes inquiétants dans une ville, le bruit grandissant de leur propagation, puis s'évanouissant par le biais d'un nombre croissant puis décroissant de syllabes par strophe, à savoir 2 syllabes dans chacun des vers de la première strophe, 3 syllabes dans la deuxième, 4, 5, 6, 7, 8, 10, puis décroissant en sautant de 9 jusqu'à 3 et enfin 2. Je voulais dans mon poème évoquer ma propre appréhension devant l'arrivée du public, vêtu de jeans, bon, un peu facile, les jeans, bon, enfin, peur qui allait enfler, devenir effroi, puis décroître avec la fin de la lecture et le départ du public. Je devais respecter le schéma de rime par strophe, à savoir AB, AB, CCC, B. Et si possible, faire des allusions à d'autres poèmes de Victor Hugo. Bon, je n'étais alors pas bon connaisseur en matière d'art poétique, et aussi naïvement, je me disais que chaque oulipien risquait d'avoir eu la même idée que moi. Bon, ce qui est absolument stupide quand on pense aux dizaines de milliers de vers composés par Victor Hugo, sans compter ses innombrables romans et pièces de théâtre. Et surtout, je supposais que chaque spectateur me suivrait dans mes allusions. J'ai depuis épousé le principe de fournir des explications lorsque j'use de contraintes. Voici donc, quelques 22 années plus tard, car j'ai de la suite dans les idées, le texte que je lus le 11 janvier 2001 à Jussieu, agrémenté des explications que je vous devais alors. Pardon pour les 22 ans de retard. À suivre. Alors, à suivre, non pas lors d'une prochaine lecture, mais bon, d'ici un quart d'heure. Voilà, à suivre. Olivier, tu mets le livre, s'il te plaît. Frédéric Fortet est en train de lire son livre à la Maison de la Poésie, en ce moment même. J'ai transformé son titre. Je vais lire « Transformation de la condition oulipienne dans toutes les branches de l'activité » et je vais ajouter un point d'interrogation. Remarquez que dans le titre de Frédéric, il y a le morceau de phrase qui est du général de Gaulle et qui a été relayé jadis par Jean Queval. Il y a le titre d'un roman signé d'un futur ministre du dit général des conditions humaines. Entendons-nous bien, ce qui suit n'engage que moi. Les jeudis vont s'arrêter, donc les mardis s'arrêtent. Il reste 5 jours dans la semaine. L'Oulipo ne s'arrête pas, enfin je ne crois pas. La BNF a bien mérité de sa gratitude, celle de l'Oulipo. Le public ne payait pas, la BNF ne nous payait pas. Après la Halle Saint-Pierre, l'Université Paris 7 à Jussieu, le Forum des images, un beau modèle de culture hors marché. Selon la majorité à l'Oulipo dont je suis, il faut interrompre, marquer une rupture. Fallait-il interrompre? Ne fallait-il pas interrompre? Quoi qu'il en soit, on interrompt. Vous avez entendu transformation de la condition oulipienne dans toutes les branches de l'activité, point d'interrogation. Transformer quoi? Quelles sont les branches de l'activité? Inventer des contraintes en direction de formes potentielles,
se réunir chaque mois, faire des lectures publiques, des stages, publier des travaux, reposer confortablement sur le matelas QPC que nous opérait Calvino. Attention à ce que QPC ne tire pas l'Oulipo en arrière en nous embauchant à son seul profit. D'un côté, il n'y a pas de raison de ne pas dérouler le potentiel de QPC, d'accord. Mais de l'autre, quid du potentiel du reste ? Question, quelle est, 63 ans plus tard, la légitimité de l'étroit groupe Oulipo, aux côtés des OUIXPO, de la liste Oulipo, de l'Oplepo, de l'Oulipo Francfort, etc., sinon d'être la référence quasi décorative, c'est là où seraient les vrais écrivains, et quasi académiques. Le bilan de l'Oulipo, même tout récent, n'est pas mauvais quant à l'invention de contraintes et de formes. Invention pure et développement potentiel de formes existantes. Il ne serait pas mauvais d'en dresser non une liste, mais peut-être un bilan critique. Les tridents de Jacques Roubaud publiés chez nous sont un extraordinaire exemple de ce que peut être l'aventure d'une forme fixe, c'est-à-dire mobile. L'Oulipo utile pour les écrivains, sans doute, mais le terme est lointain. L'Oulipo a atteint sa vitesse de croisière, mais la croisière commence à être longue, à la longue. À la fin du second manifeste, François Le Lyonnais dit, je cite, « On peut se demander ce qui arriverait si l'Oulipo n'existait pas ou disparaissait subitement. À court terme, c'est toujours Le Lyonnais qui parle, à court terme, on pourrait le regretter. À terme plus long, tout rentrerait dans l'ordre, l'humanité finissant par trouver, en tâtonnant, ce que l'Oulipo s'efforce de promouvoir consciemment. Il en résulterait cependant dans le destin de la civilisation un certain retard que nous estimons de notre devoir d'atténuer. » Fin de citation. On ne peut pas dire que François Le Lyonnais pécha par manque d'ambition civilisationnelle. François Le Lyonnais ne dit pas précisément que l'existence de l'Oulipo a pour vocation d'être perpétuelle, mais un peu tout de même. Alors, soit. Mais en ce cas, notre responsabilité du moment exige peut-être une certaine transformation de la condition oulipienne dans toutes les branches de l'activité. Transformation n'est pas renoncement. L'Oulipo a réussi à ne pas être un simple groupe de pression dans la République des lettres. Excellent. Plus qu'un cercle au service des carrières ou des œuvres individuelles, il est davantage un auteur collectif apte à faire de la littérature un peu autrement. Un peu autrement, c'est-à-dire d'abord techniquement. La poésie est un art simple et tout d'exécution, François Le Lyonnais encore. Avec le temps et l'expérience accumulée, je crois que nous avons ajouté que la poésie est un art complexe et tout de conception. Le conceptualiste duchampien François Le Lyonnais n'aurait sans doute pas refusé ce sous-texte de sa formule, mais en 1973, il lui fallait être un tantinet provocateur. J'observe que collectivement, l'Oulipo récent soit répond volontiers à des commandes, l'immigration expliquée à ma grand-mère, le livre d'Aliénor, Boris Vian, ou se trouve à l'initiative. C'est un métier d'homme, Paris Mat, bientôt les villes indivisibles. Nous pourrions être davantage à l'initiative, par exemple sur des sujets d'actualité. À l'Oulipo primitif, il y avait des correspondants étrangers. Aujourd'hui, les étrangères se taillent la part du lion. Je parle évidemment des langues, pas des passeports ou titres de séjour. Les langues espagnoles, italiennes, anglaises, allemandes, voire hongroises, danoises sont largement oulipisées. Quid de l'arabe, du chinois, du coréen, du swahili, etc. La langue française accueille à l'Oulipo. Vive les immigrés, qu'il y en ait de plus en plus. Excuse-moi, Daniel. Voir aussi tout ce qui s'est passé de neuf du côté de la traduction pendant tout ce temps, depuis 1960. On avait décidé il y a quelques années d'arrêter la publication de la bibliothèque oulipienne et c'est reparti, avec une nouvelle maquette, sinon une réflexion nouvelle. Les lectures publiques, il y en aura d'autres. Elles sont incontournables désormais. Il faudra inventer, pas ne faire que répondre à des sollicitations, mais proposer, transformer quelque chose dans cette branche de l'activité, par exemple sur des sujets d'actualité.
Le cher public qui nous a suivis 30 ans, merci cher public, ne va pas nous abandonner. L'Oulipo, un groupe qui n'a pas lâché, 63 ans durant, c'est quand même quelque chose d'ahurissant, non? Contre vents et marées, de la promotion individuelle reine, du marché roi, de la critique littéraire massivement remplacée par les prix littéraires, on a tenu le coup, malgré les coups de tabac et les cacas nerveux. Si l'Oulipo parlait un peu de l'IA, tiens, le livre de Paul Brafort, L'intelligence artificielle, PUF, 1968, est lisible en ligne, http://www.paulbrafort.net, IAIA, HTML. Mais je ne veux pas remplacer QPC par BBB ou par GPM, n'ayez pas peur. Et pourquoi pas d'ailleurs? Les potentialités de Grango, Pasteur, Matthews sont un peu enterrées. Et c'est dommage. L'ascenseur social est trop timide à l'Oulipo. Les plus récemment oulipiennes et les plus récemment oulipiens, qui ne sont pas les moins inventifs, peinent à s'affirmer. Un bon signe, au colloque de Cerisy de l'été dernier, étaient là Valérie Baudouin, Michel Audin, Étienne Lécroard et Pablo Martín Sánchez, parmi les cooptations les plus récentes. Ça, c'est de la transformation de la condition oulipienne dans un des secteurs de l'activité. Voilà, saura-t-on dans les années qui viennent concevoir, composer, publier en même temps en français, en espagnol, en anglais, en allemand, en arabe, en chinois, en un ouvrage actuel. Oulipo, la littérature potentielle suite, titre provisoire, un peu théorique, un peu polémique, et qui dirait des choses sur les temps qu'on vit. Bon, mais ça... Je vais vous lire un texte de Pérec, qui est dans l'Atlas de littérature potentielle et qui a quelque chose à voir avec le problème de « à suivre ». C'est un récit à tiroir. 1. Tout a commencé il y aura bientôt 10 ans. Je finissais la nuit avec quelques amis dans un pub de Brisbane lorsqu'un homme qui était assis au bar s'approcha de notre table, sa chope de bière à la main. « Excusez-moi, gentlemen, me permettez-vous de m'asseoir un instant avec vous et de vous raconter mon histoire ?» Nous acquiesçâmes en silence. Il s'assit, but une gorgée de bière et dit « 2. Je m'appelle Abercrombie Makarenko. J'ai 40 ans et j'exerce la profession de notaire. Il y a de cela 5 ans, un homme se présenta un matin à mon étude et demanda à me parler seul à seul. Un instant plus tard, ayant pris place en face de moi, il commença en ces termes. « Mon nom est Ezekiel Bridgman Treyer. Il y a environ 18 mois, je me trouvais dans une grande ville étrangère. Un soir, rentrant à mon hôtel, je trouvais un homme assis dans ma chambre. « Pardonnez-moi mon intrusion, me dit-il en se levant, mais il faut que je vous parle. » Ma curiosité l'emporta sur ma méfiance. Je l'invitai à s'expliquer, et voici ce que j'entendis. « Connaissez-vous Pauvel-les-Bains ? C'est une charmante ville d'eau, non loin de Chambéry. En mai dernier, j'allais y faire, comme chaque année, une cure. Un dimanche après-midi, alors que je me promenais dans le parc, un jeune homme vêtu de noir s'approcha de moi et insista pour me parler. Nous nous assîmes sur un banc et il me dit « Il y a 3 semaines, je fis un voyage à Bâle. Je partageais mon compartiment avec un individu dont le visage me semblait étrangement familier. Nous ne tardâmes pas à lier connaissance. Après quelques banalités d'usage, il me demanda d'écouter son histoire. Je l'y encourageai vivement, et voici ce qu'il me révéla, etc. » C'est fini. Je vais vous lire une bande dessinée que j'ai faite qui s'appelle « La virilité, rien que la virilité, toute la virilité ». C'est une bande dessinée qui est en fait la version expansée, l'expansion d'un poème de François Le Lyonnais, dont on parle beaucoup ce soir,
Donc la version à suivre, on va dire, d'un poème de François Le Lyonnais. Je vais vous lire d'abord le poème, puis après je lirai la bande dessinée avec Clémentine qui lira avec moi. Alors oui, le poème, voilà. Le poème d'origine de François Le Lyonnais, c'est donc un poème à la limite, comme dont on parlait tout à l'heure. C'est un poème dans lequel il a gardé que les articles, les adverbes, les pronoms, les prépositions, voilà, mais dont il n'y a ni nom, ni verbe, ni adjectif. Voilà. Là, rien que là, toute là, de François Le Lyonnais. Vous, parce que, mais nul dont ce, aucune. Quand de ce, pour avec, et ce, pourquoi jamais. Seulement le et les, et déjà si qu'en nous, au et contre, c'est qui, d'où vous aussi vous des. Quelque enfin, pas notant, depuis tout après une, car si dû en auprès, comme un qui je vous pour vous, et même il en leur l'a plus que ce je ne te, maintenant et cela ou tel toujours sans trait. Là de les, puisque vous, moins que pour dont autour, desquels celui ne parmi et jusqu'alors non dans le deux, et par là qu'il, comme là est seul. Désormais tu sont donc. Es-tu bien les ici, mais grâce à lorsque sur dont un les des en eux, tu, à travers les nuls dont ce aucune. Voilà, donc ce poème, c'est comme un poème à trous dont il manque évidemment les noms, les verbes, les adjectifs. Et Marcel a proposé à un moment qu'on comble ces trous. Et donc j'ai proposé une version, voilà, qui donc est complétée. Voilà, alors j'ai mis en rouge les extraits donc de François du poème de François, enfin les extraits, pardon, le poème de François Le Lyonnais est en rouge. Voilà. J'y vais. Et donc moi ce que j'ai rajouté, c'est absolument ni article, ni pronom, ni adverbe, ni préposition. J'ai juste ajouté des noms, des verbes, des adjectifs. Vous êtes subjugué, vous voulez toucher, vous aimez puissance, parce que Tarzan aime puissance, mais puissance totale, nul scrupule. Tarzan doit soumettre univers entier dont ce territoire, aucune exception. Quand de ce bras Tarzan frappe, pour combattre avec gloire, Tarzan vainc, et Tarzan aime ce sentiment. Pourquoi nier? Tarzan jamais nié. Tarzan aime seulement le pouvoir et les muscles. Et déjà, si Jeanne accepte, quand nous irons au lit, conquise et pressée contre ces pectoraux puissants qui viennent va savoir d'où, vous aussi vous pousserez des petits cris perçants. Quelque hésitation? Enfin, pas possible. Jane ne peut barguigner, étant Tarzan séduisant depuis tout petit. Jane verra après une nuit, car si Jane veut du viril, Jane en aura auprès Tarzan. Comme un gorille qui tambourine, je tambourinerai pour vous, et même hurlerai. Ils rêvent en vérité, exhiber leur brutalité, avoir la plus grosse, que ce cirque cesse. Je ne te supporte. Arrête maintenant, et accepte cela où Tarzan, tel Mr. Hyde, toujours furieux, sans pitié, très énervé. Viens là, Tarzan, las de fausses pudeurs de vierge effarouchée. Puisque Tarzan vous désire, moins que propre plaisir, soyons clairs, pour rapport approfondi, dont sexuel, inutile tourner autour peau. Rapport desquels Tarzan tirera prestige. Tarzan sera celui admiré. Jane ne peut refuser être parmi conquêtes, et jusqu'alors personne résister, non. Dans le domicile de Tarzan, et par soumission, la soumission qu'il apprécie, Jane sera comme la légitime. Tarzan et Jane vivront unis, seuls élus. Désormais, tu seras son asservi donc, et tu devras bien suivre les règles ici. Mais grâce à union légitime, lorsque Jane sera importunée, Tarzan viendra sur place défendre Jane, rôle dont Tarzan sera fier, un chevalier protégeant les faibles femmes des fâcheux en anéantissant eux. Tu délires, pauvre fou, tu divagues. Tu veux séduire à travers les pires stéréotypes. Nul espoir. Fuyons pareil suborneur dont ce crétin est emblématique. Aucune alternative.
les nouveaux djinns, donc. Murville, Paris. Docile, sans bruit, tout près, tout frais, noir est l'amphi. À Jussieu n'est un bruit, sous les cieux un point lui. C'est l'appel éternel, carrousel de la nuit. Ils ont bougé, l'oreille habile, les enragés pressent leur bile. Ils se préparent à coups de phare, et comme un phare, leur œil jubile. Leur corps inquiétant fait un soubresaut. Les voilà partant pour le bel assaut. Sous leur face sombre que façonne l'ombre, attention, on sombre sans un seul sursaut. Dans le tube, ils se jettent, s'engouffrent dans les boîtes en métal qui cliquettent. Au volant, les mains moites front perlé de sueur, transformés en tueurs, jusqu'aux saines lueurs du lieu dit qu'ils convoitent. Est-ce qu'on peut avoir l'image de l'ordinateur? Merci. Alors, j'en étais jusqu'aux saines lueurs du lieu dit qu'ils convoitent. Je sais que tu m'as tant dû un piège. Alors, évidemment, ça serait mieux en le voyant, puisqu'il y a le qu'il convoite-tu, je sais que tu m'attends dû un piège. Bon, enfin, bon. Voici. Alors, avant. Je continue. Eh bien, voilà. Là, on le voit, le vois-tu, je sais que tu m'attends. Mais là, il était un peu, comme on dit dans les restaurants, déstructuré. Donc, jusqu'aux saines lueurs du lieu dit qu'il convoite. Je sais que tu m'attends, dû un piège fou, nuée que je crois de mécontents, prêts à rugir, à huer, bruissant et battant des ailes, avec hargne, fougue et zèle, tempêtant contre Marcel et tous ses éberlués. Ils sont vêtus de toile bleue qui fait chatoyer leur mystère, ce simple uniforme implacable aux accents extraordinaires. 525 ou 501, c'est l'armée des djinns tout en un, plus redoutable que les huns au jugement lourd et sévère. Bon appétit, ô sinistre nain maigre. Voilà. Bon appétit, ô sinistre nain maigre, qui vous nourrissez tant de notre foi, que vous promettez de faire au vinaigre jusqu'à la repousse prochaine fois. Et j'entends votre terrible clameur qui se propage telle la rumeur, prête à me ronger, horrible tumeur qui me gagne et amplifie mon effroi. Mais quoi, vous seriez rassasié? Le nuage de sauterelles, je n'en crois pas, mes yeux brouillés, semble stopper sa voix mortelle. Au mot d'ordre de dispersion, les cris perdent de conviction jusqu'à même modération, guère plus qu'une bagatelle. Les voilà qui s'évanouissent miséricordieusement. Interrompant le supplice, ils cessent le grondement et le vacarme effrayant. Au contraire, se frayant, un passage distrayant, la cohorte rapetisse. On se sent délaissé, abandonné, tel l'araignée ou l'ortie, du dédain, quand tout le monde, même après l'hécatombe, le cercueil dans la tombe, ne se garde qu'à un. Un dernier froufrou, djinn effiloché, frottant peu ou prou le grand escalier. Un papier froissé, sourire esquissé, baiser empressé, porte condamnée. Enfin, les djinns ont regagné leur origine, dans le panier, 20 accessoires obligatoires, ou dans l'armoire, bien alignée. Le repos est permis, l'oulipo est fini, rien qui vaille, chacun baille, je défaille, évanoui. Plus rien dehors ne tient encore. En somme, c'est comme un homme qui dort.
texte que j'avais mis en préface à un recueil qui s'appelle L'Appentis revisité. Ce texte s'appelle le chapitre absent, absent s'écrivant aussi bien avec un S qu'avec un C, parce que c'est, vous allez comprendre pourquoi. Avec un C, pardon. Lorsque parut La vie mode d'emploi, je ne fus sans doute pas le seul parmi les amis de Pérec à m'étonner que le livre ne comptât que 99 chapitres au lieu des 100 que j'attendais. J'ignorais alors le pourquoi d'une telle modification et le sens que Pérec pouvait donner à cette absence, de même que je ne soupçonnais pas le rôle central que joue le manque dans l'ensemble de son œuvre. Un manque qui, comme chacun sait maintenant, intervient à tous les niveaux de l'écriture, thème obsessivement récurrent, mais aussi et peut-être surtout source d'une série de contraintes régissant la production et la forme même de beaucoup de ces textes. Heureuse ignorance, c'est elle qui me donna l'audace de concevoir, comme un amical défi, le projet d'écrire un jour le chapitre manquant, que j'avais aussitôt intitulé le chapitre absent. Ab entre parenthèses et sans CENT. Projet dont je m'empressais de faire part à Pérec, m'attendant à trouver auprès de lui, comme d'habitude, encouragement et appui. À ma grande déception, je ne réussis à obtenir qu'un sourire gentiment incrédule, suivi d'un silence inhabituellement long. Mon projet resta donc à l'état de rêverie, ce qui en ce temps-là était le destin coutumier de la plupart de mes projets littéraires. Ce n'est qu'après mars 1982, lorsque je fus invité à donner une contribution au numéro d'hommage à Pérec préparé par la revue Littérature, que cette rêverie, jamais tout à fait oubliée, refit opportunément surface. Mais entre-temps, ma situation par rapport au texte de La vie mode d'emploi avait beaucoup changé. Je commençais à mieux connaître le réseau complexe de contraintes qui était à l'œuvre dans chaque chapitre du roman. Et l'incongruité de mon projet initial m'apparaissait dans toute son étendue. Pas question, bien entendu, d'insérer un chapitre de plus dans la subtile construction élaborée par Pérec, puisque, par définition, cette construction l'excluait absolument. Si je voulais malgré tout l'écrire, mon chapitre, il me faudrait donc lui donner une autre orientation que celle que j'avais d'abord imaginée. Et c'est ainsi que s'imposa l'idée d'un texte qui ne serait ni une suite de La vie mode d'emploi, ni le simple pastiche d'un de ses chapitres, mais un récit qui aurait sa logique propre et son autonomie. Je décidai alors que la principale règle à laquelle il obéirait serait d'utiliser le plus grand nombre possible d'éléments, en prenant ce mot dans son sens le plus large, le plus englobant, d'éléments empruntés au vaste ensemble des écrits de Pérec. Par un juste retour des choses, j'appliquerai ainsi à Pérec lui-même cette méthode de l'emprunt, du prélèvement qu'il avait si souvent et si heureusement pratiquée sur ses auteurs favoris. Sans avoir la rigueur d'un véritable cahier des charges, ni l'austérité formelle de ces contraintes dures dont Pérec était si friand, il me semblait que cette règle pouvait être une bonne façon de lui rendre hommage. Il me semblait que cette règle pouvait être une bonne façon de rendre hommage en les illustrant concrètement à quelques-unes des qualités principales de l'œuvre péréquienne, et notamment celle-ci, fondamentale à mes yeux, son aptitude à susciter chez le lecteur un besoin d'écriture, tout en fournissant les moyens d'assouvir ce besoin. Si cette œuvre, me disais-je, est un chantier dans lequel on peut sans crainte ni vergogne puiser pour reconstruire, c'est assurément que les éléments qui la composent sont assez solides pour supporter d'être ainsi transférés et recyclés. En même temps, un autre aspect du projet m'attirait. Je me réjouissais à l'idée de pouvoir circuler à mon gré, sans entrave aucune, à travers les livres de Pérec, et de pouvoir ainsi les faire s'interpénétrer.
Plaisir d'opérer, comme c'était l'usage chez les écrivains antiques, de véritables contaminations entre les héros, les thèmes, les lieux, les événements, les objets. Plaisir de ménager la rencontre d'Anton Voil, tout droit sorti de la disparition, et de Bérengère de Bremen-Brévent, venue, elle, des revenantes, dans l'entrée même de l'immeuble des choses, de fêter leurs noces en présence du peintre Hutting, celui de la vie mode d'emploi, et d'Andras Macadam, le héros de Waterman, qui se trouve être l'héritier de la collection de peintures de Heinrich Kurt, du cabinet d'amateurs. Plaisir de montrer que les différentes œuvres péréquiennes, malgré leur diversité revendiquée, ne sont pas simplement juxtaposées, qu'elles peuvent, pour peu qu'on les y aide, constituer un ensemble qui a sa cohérence. C'est ainsi que, peu à peu, naquit le texte de L'Appentis, avec tous les traits qui le caractérisent, ses personnages, ses lieux, sa thématique centrée autour du trompe-l'œil, sa structure déceptive. Je dois avouer que par la suite, toutes les nouvelles qu'il m'est arrivé d'écrire, et dont on trouvera ici un premier assortiment, je vous lis la préface, ne pouvaient s'empêcher d'emprunter quelque peu à ce récit. Il joue ainsi le rôle séminal qu'on s'accorde d'ordinaire à reconnaître au premier livre d'un jeune auteur. Merci. Pour terminer, je vais vous lire le premier court chapitre du livre que je suis en train d'écrire et qui convient assez bien au thème de cette séance à suivre, puisque c'est un livre consacré à mon père. Il faut que je raconte cette histoire tant qu'il me reste de la peinture bleue sur les mains. Elle finira par disparaître, et j'ai peur que les souvenirs s'en aillent avec elle, comme un rêve qui s'échappe au moment du réveil et qu'on ne peut pas retenir. Avec ce bleu, j'ai peint le cercueil de papa. Un bleu RAL 5002 que j'ai fait fabriquer à la demande chez un marchand de peinture absurde dans un hangar à moitié vide derrière le Leclerc de Villers-Cotterêts. C'est très pratique, on donne la référence, une machine mélange et on repart avec son pot fait sur mesure. J'étais soulagée que le vendeur ne me demande pas à quel usage je le destinais. C'est pour l'intérieur ou l'extérieur? Pour une cuisine ou une salle de bain? Non, c'est pour le cercueil de mon père. Il est mort hier et on va lui faire un enterrement de pharaon. Au showroom des pompes funèbres, une demi-douzaine de demi-cercueils de démonstration occupaient un pan de mur, pudiquement occulté par un rideau gris, le temps de remplir les papiers. Il y avait notamment le choix entre le cercueil Montesquieu, chaîne 27 mm, bac bio, 4 poignées, plaque d'identité à 1 863,20 €, le cercueil Rimbaud, pain verni 22 mm, bac bio, 4 poignées, plaque d'identité, capiton économique Champagne à 894,05 €, et le cercueil Boileau, pain miel 22 mm, bac bio, 4 poignées, plaque d'identité à 1 080 € tout rond. Je me suis demandé ce qu'était un bac bio et aussi comment ces noms avaient été choisis. Pourquoi le Rimbaud était-il vendu 2 fois moins cher que le Montesquieu? Est-ce parce que Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, s'en allait, les mains dans ses poches crevées, tandis que l'autre portait le noble nom de Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu? On ne saura jamais. Je n'ai pas posé la question à la gentille dame des pompes funèbres. Derrière son bureau ruisselait un frais papier peint imprimé d'une cascade de montagnes aux couleurs vives. Sur le mur d'à côté s'étendait une prairie tout aussi démesurée de graminées sous un ciel bleu, du genre fond d'écran Windows. Je suppose qu'une étude américaine a prouvé l'effet apaisant du fond d'écran Windows sur le visiteur endeuillé venu fixer les modalités d'un enterrement. Je ne sais pas dans quel état d'esprit nous aurions été sans la cascade et le champ de graminées, mais en tous les cas, ça allait. Nous sommes restés dignes. Pendant que maman remplissait les papiers, nous avons fait le tour de la boutique avec Barbara. Outre les cercueils, il y avait tout un choix d'urnes et de plaques funéraires personnalisables. Plusieurs évoquaient l'univers de la forêt et de la chasse, comme la plaque représentant un champignon, sobrement intitulée « Champignon », à 154 €, ou cette autre dont j'aurais pu faire une analyse d'œuvre comme du temps de mes études aux Beaux-Arts. Plaque imprimée en verre sur socle de marbre noir. L'image, composée au format marine, selon des proportions 1/3 de tiers,
représente un setter irlandais aux yeux tristes. Allongé sur un sol en poil de sanglier, il est situé à l'intersection de la ligne d'horizon et de la diagonale du tableau, la patte posée sur le canon d'un fusil ouvert, éloquent symbole de fidélité et de disparition. Un faisan prêt à prendre son envol, symbole de gibier et d'espoir, murmure à son oreille, telle la colombe du Saint-Esprit à la Vierge Marie dans l'iconographie chrétienne, symbole de pureté et d'annonciation. Au-dessus, la phrase « Par la pensée, nous sommes toujours près de toi » est composée avec la typographie emblématique Mistral, créée par Roger Excoffon en 1952 d'après sa propre écriture, symbole de liberté, de labeur, de sud de la France et d'enseigne standard de lavomatique et de quincaillerie. Le fond noir et l'absence de décor ne sont pas sans évoquer l'œuvre du Caravage. Une fois les papiers remplis, il a fallu rédiger l'annonce à faire paraître dans le journal local. En insistant, nous avons eu le droit d'enlever le « monsieur » devant Bernard Mélois, d'accentuer la majuscule et d'ajouter « sculpteur » à la ligne. Mais lorsque j'ai demandé à remplacer « décédé » par « mort », la dame des pompes funèbres s'est récriée. « Ah ça non alors ! Non, non, non !» Je n'ai pas argumenté. Elle devait avoir reçu des consignes d'apaisement en plus du papier peint cascade. Tout va bien, les gens que vous aimez ne sont pas morts, ils sont décédés, et par la grâce d'une pensée, d'un champignon et d'un vol de faisan, nous sommes toujours près d'eux. Pour en revenir au cercueil, j'ai trouvé qu'ils étaient drôlement chers, d'autant que c'est un achat totalement ingrat. Encore pire que de devoir payer une police d'assurance, changer ses fenêtres ou la courroie de distribution de sa Twingo. C'est bête, se dit-on. Avec ça, j'aurais pu m'offrir des vacances à Tahiti. Enfin, c'est ainsi, on le sait bien. La vie est faite de beaucoup de courroies de distribution à changer et de très peu de vacances à Tahiti. Quoi qu'il en soit, le choix a été vite fait. Pas besoin de réfléchir. Nous avons pris le cercueil le plus simple, en bois de peuplier, celui destiné aux crémations. Qu'importe leur prix ou leurs particules, les cercueils au nom d'écrivains étaient tous égaux dans la laideur, en bois ultra verni avec des poignées tarabiscotées. Papa avait dit « Je veux une caisse en bois, 4 planches et un couvercle ». Et de toute façon, nous avions prévu de le peindre. J'en avais discuté avec lui quelques jours plus tôt. « On va peindre ton cercueil, papa. Quelle couleur tu voudrais? Rouge? Jaune? Ou alors doré à la feuille, comme un sarcophage? » »« Oh non, vous n'allez pas user de la feuille d'or pour ça. Le bleu de la croix, ce serait bien. » Merci. Merci pour ce témoignage. Bon, à suivre. Alors, ce qui va suivre à l'instant même, mais délicat, ambigu, douloureux à annoncer. Vous l'aurez compris, depuis quelques séances, on annonce qu'il y aura une annonce en décembre, mais on ne sait pas exactement la teneur de cette annonce. Le 12 décembre est révolu, il faut bien faire une annonce. L'Oulipo, on l'a compris dans la bouche de Jacques Jouet, a besoin d'une pause. Au terme de 26 années de lecture publique, l'Oulipo a peut-être besoin de se recentrer, de réfléchir, de travailler en privé et non plus en public. L'Oulipo a voté à la majorité, donc ça n'est pas l'unanimité, mais a voté à la majorité la suspension des lectures publiques à la BNF. Nous avons envisagé un certain temps, peut-être une contre-proposition, peu importe. L'Oulipo a besoin d'un temps de réflexion dont on ignore la durée. La BNF a également besoin d'un temps de réflexion, de sorte que nous marquons une pause. Nous allons marquer une pause et contrairement à l'usage des 15 dernières années, eh bien, je ne dirais pas au mois prochain, au prochain mardi de l'Oulipo, dans ce lieu prestigieux, dans cette admirable salle. Non, je dirais dans un temps futur.
On n'est pas mort, non, mais on n'est pas mort. Enfin, bon, les lectures sont suspendues. Voilà, les lectures sont suspendues. Je tiens à dire, au nom de l'Oulipo et en mon nom personnel, le plaisir immense que j'ai eu à faire ces lectures dans ce lieu que nous avons trouvé après avoir abandonné plutôt après que le Forum des images nous a abandonnés légitimement pour cause de travaux. Il s'arrêtait pour 3 années. Nous avons cherché et on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval une salle de 300 ou 400 places qui soit gratuite pour le public et gratuite pour les Oulipiens. Nous sommes arrivés à la BNF et nous n'avons pu que nous réjouir des conditions de l'accueil. C'était Jean-Noël Jeannet était le président, l'actuel et Laurence Angèle, que je tiens à remercier. Mais l'équipe qui nous a soutenus, qui nous a aidés, qui nous a assistés tout au long de ces 15 années a été formidable, au premier rang desquels François Nida, responsable des manifestations culturelles, et puis après à l'accueil, à la régie son, la régie lumière et à l'aide. Eh bien, je remercie Laurent, je vais juste dire les prénoms, Damien essentiellement au son, parfois Joséphine, Alan, Zaki, Sylvain, Cécile. J'espère ne pas oublier de prénoms. En tout cas, nous avons toujours été formidablement soutenus ici, enfin aidés. Et à chaque fois qu'on demandait quelque chose, combien de fois n'a-t-on pas demandé des pianos ou des répétitions pour une pièce de théâtre? À chaque fois, toute l'équipe nous tendait ses bras et ses services. Eh bien, je tiens à ce qu'on les remercie, qu'on les applaudisse. Voilà. Un dernier mot, le dernier mot, c'est pour le public, parce que ces lectures publiques ont ceci de chaleureux que c'est un échange. On ne fait pas une lecture publique seule. On l'a tenté les années de Covid. Bon, c'était plus ou moins réussi. Ça nous est arrivé une dizaine de fois peut-être de faire semblant qu'il y eut du public. Et nous étions seuls sur scène quand on a eu le droit de réenregistrer. Bon, enfin, c'était un peu bizarre, c'était très étrange. Non, la chaleur, c'est l'échange entre nous qui œuvrons, qui écrivons pour l'occasion, et vous qui venez de manière si fidèle. Je vois tant de visages connus, tant de prénoms que je connais, que j'aimerais citer, je ne le ferai pas, mais nous sommes très 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 touchés, et je remercie moi infiniment à titre personnel tout le public de nous suivre depuis si longtemps et de venir si nombreux, si fidèles. Voilà. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.